Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce 12e numéro de la saison 2 des Incorrectibles. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Sud Radio, mais aussi à nous revoir en replay depuis la chaîne YouTube de Sud Radio. Alors avant d'accueillir notre nouvel invité de la semaine, comme d'habitude, je vous présente les intervieweurs qui vont m'accompagner tout au long de cette émission. Et pour une fois, on est très content d'accueillir un profil un peu différent dans les Incorrectibles. Il est passionné d'actualité, mais aussi épris de justice, puisqu'il est d'abord avocat et qu'il défend, tenez-vous bien, certains copy comics, ce fameux justicier masqué qui dénonce les plagiats d'humoristes et dont seul lui connaît l'identité. Maître Nicolas Rebaud, soyez le bienvenu. Et puis à ses côtés, lui est un habitué de ce studio, il est éditorialiste, notamment pour l'Incorrect, il n'a pas la langue dans sa poche, c'est Adrien Desvins. Bonjour Adrien. Bonjour Eric. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent. Je tiens à le préciser immédiatement et avec un grand enthousiasme quand je vous ai annoncé le nom de notre invité et que nous allions de surcroît notamment discuter avec lui de crise sociale, ce qui ces derniers temps sur des plateaux télé ou radio, on l'a vu, n'est pas sans risque. Allez, nous sommes ensemble pour 1 heure, c'est parti pour les Incorrectibles sur Sud Radio. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Alors, notre invité de ce dimanche est un artiste engagé aux multiples casquettes. Il est né à Brest en 1961 dans un quartier populaire, d'un père ouvrier du livre, militant communiste et délégué syndical. Sa mère a été coiffeuse, ancien instituteur devenu comédien, révélé au grand public bien sûr dans la série culte Caméra Café sur M6. Il a notamment été animateur de télévision, humoriste, créateur, scénariste, producteur, réalisateur, mais aussi chanteur et guitariste. Il voue en effet une passion à la culture gitane et à la musique manouche, ce qui pourrait à première vue surprendre quand on est d'origine bretonne. Fan des Gypsy Kings, il a fondé son propre groupe de rumba flamenca intitulé Ma guitare s'appelle Revient, qui compte 4 albums à son actif. Et chose importante, cet artiste a accepté notre invitation, mais c'est rare pour être remarqué, pas pour faire la promo de son dernier album, Esperanza, qui sort dans très peu de temps, mais pour réagir à la fracture sociale qui traverse le pays depuis plus d'1 an et dont le mouvement des Gilets jaunes se fait encore l'écho. Yvan Le Bolloc, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai que j'ai un peu insisté, même beaucoup pour que vous veniez, mais quand je vois que l'annonce de votre venue a été partagée près de 500 fois sur Facebook, je me dis que votre parole est très attendue. Comment vous expliquez cette popularité ? Vous n'êtes pourtant pas l'ambassadeur du mouvement. Comment ça s'explique ? Je vous surprendre, je sais pas. Je le découvre là. Je dois vous dire, j'ai un peu le trac parce que jusqu'à présent, ça c'est la première peut-être grosse émission qui va être consacrée à la crise sociale et aux Gilets jaunes. J'en ai fait quelques-unes jusqu'alors, mais je dois vous avouer que elles ont eu des échos à chaque fois. Hein, le passage d'Elsie, on va en parler. Alors les plateaux télé sur lesquels j'ai pu être invité. J'avais l'impression d'être noir et d'être invité à un dîner du Ku Klux Klan quand il s'agit de parler des Gilets jaunes. Alors donc là j'ai l'impression que ça va être un peu plus détendu parce que Sud Radio, par l'intermédiaire de son directeur le sautillant Didier Maisto, qui a couvert bon nombre des manifestations des Gilets jaunes, est une radio qui écoute tout le monde, y compris les Gilets jaunes. Donc voilà, c'est vrai qu'on leur donne la parole un peu plus qu'ailleurs. Je me sens un peu plus détendu ici. C'est vrai que on y reviendra peut-être après, mais les médias, télé, surtout radio, ont joué un grand rôle dans la couverture ou la non-couverture de ce mouvement. À partir du moment où ils ont commencé, je me souviens, à choisir. Quand je voyais les castings de Gilets jaunes sur BFM, je me disais aucune chance que ce mouvement perdure. Et pourtant, aujourd'hui, 42 ou 52 semaines après, on en parle encore. Mais alors revenons à cet engagement de l'artiste, parce que je le disais, donc beaucoup d'attentes sur les réseaux sociaux suite à donc votre intervention aujourd'hui. D'où ça vous vient cet engagement ? C'est familial, je le disais. Votre père était communiste, délégué syndical. Alors communiste, sympathisant communiste avec autocritique. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est risqué de s'engager quand on est artiste. Hein, on l'a vu. Enfin, Franck Dubosc. est un peu revenu sur son engagement, par exemple. Ouais, alors ce
soit le mot artiste qui est pas à sa place, soit le mot engagement qui est pas à sa place, mais il y a un des deux trucs qui va pas. Non, mais pour revenir au mot communiste, mon père, c'était la théorie, cette formidable... ce formidable principe d'égalité et de partage. C'est en ça qu'il était communiste. Je dis, il a fait son autocritique, c'est-à-dire lui, il croyait pas que les vaches soviétiques donnaient plus de lait que les limousines qu'on avait en France. Après, l'autre question, c'était l'engagement. Alors l'engagement... Bon, pour moi, un artiste, c'est quand je me lève le matin, quand j'allume la télévision, je suis pas en train de jouer un sketch, je suis pas en train de réaliser un film, je suis pas en train de jouer de la guitare. Je suis un citoyen qui se lève et qui va écouter la radio et qui va prendre le pouls du monde. Et à ce moment-là, je vais réagir comme un citoyen. Ma préoccupation, c'est celle d'un citoyen, voilà, lambda. Et donc j'espère que on est nombreux à être citoyens, et donc un citoyen, voilà, forcément, il se doit d'être engagé. Et pourquoi attendez, qui finalement se sont engagés pour les Gilets jaunes. Il a le pouvoir du bulletin de vote, donc d'abord je suis citoyen. Ensuite, pour répondre à votre question, pourquoi si peu d'artistes se sont engagés et qui sont même encore trop gentils, les Gilets jaunes. Il y a Bruno, il y a Pierre Perret, il y a Patrick Sébastien, il y a Bigard, il y a Guédiguian, il y en a plein. Après, il y a eu un appel qui a été signé par les membres, par les gens de la Société du spectacle, où on a eu quand même Binoche qui a pris fait et cause. Bon, on n'en parle pas beaucoup, mais pour les Gilets jaunes, Lambert Wilson aussi à sa façon. Après, il y a ceux qui sont allés un peu plus loin et qui sont allés jusqu'à manifester. Jusqu'à moins, là. Oui, voilà, jusqu'à manifester, ou en tout cas savoir. Mais à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble un rond-point? À quoi ça ressemble un gilet jaune? Qu'est-ce que ça dit? Comment ça pense? Comment ça vit? Comment son cœur y bat? Enfin, c'est voilà. Simplement, si je voulais résumer ça, à qui j'ai comment dirais-je, on n'a pas tous la chance d'être des fils de communistes et d'avoir grandi dans un environnement pareil. Et donc, moi, l'histoire de mon pays, ça me passionne. Les luttes sociales me passionnent. Et je n'ai de cesse de vouloir me positionner en tant que citoyen par rapport à ce que je vois. C'est-à-dire que, et aujourd'hui encore plus encore, à l'ère des réseaux sociaux, etc., il faut remarquer, il faut vite avoir un point de vue sur ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de MeToo? Qu'est-ce que tu penses de ci? Et donc, là, je sentais confusément qu'on était face à quelque chose de massif qui était en train de se lever dans le pays. J'avais réalisé un documentaire sur les cheminots, la CGT et le conflit qu'il y a eu de 33 jours de grève l'année dernière, c'est pas si loin, lors du pacte ferroviaire. Et donc ce mouvement social-là, j'ai pas voulu passer à côté, même si au début ça sentait un peu le pâté. Parce que si on replace ça dans un contexte historique, souvenez-vous, un an en arrière, le 17 novembre, quand ça pète, personne ne l'a vu venir. Pas moi, plus que vous. Pourquoi? D'abord parce que je vis à Paris. Et que c'est un mouvement qui est parti de la province ou du périurbain, comme on dit, révélant à cette occasion une fracture territoriale majeure. Moi, j'ai entendu parler de ça parce que chez un pote garagiste dans le 7-8, il m'a dit samedi, ça va chier, on va descendre sur les ronds-points. Et ce gamin-là, que je connais depuis longtemps, son père est chauffeur de taxi, je le voyais pas politiser du tout. Je le voyais pas politiser. La politique, ça l'intéressait pas. Mais par contre, là, il m'a dit, ouais, ce samedi, j'irai. Pourquoi il y est allé, justement? Quel est, selon vous, pourquoi ça a pété à ce moment-là? Alors, je pense que il faut se replacer dans le contexte.
c'est 1 an après l'élection d'Emmanuel Macron. 1 an et demi, on va dire. 1 an et demi. Ouais. On a eu déjà Manu, il a tendu l'arbalète. Il y a eu les insultes. Enfin, il faut dire les choses comme elles sont. Une fois, tu peux dire que c'est une maladresse. Je me souviens de ce truc absolument inouï que j'avais entendu à propos des ouvrières de Gad. Vous savez, cet abattoir qui a fermé à Brest et qui a laissé 1000 personnes sur le carreau en les traitant d'illettrés. Je me suis dit, c'est pas vrai. Mais il est fou. Mais non, c'est pas possible. C'est une maladresse. Et puis après, il y a eu les feignants. Et là, je dis, ah ouais, d'accord. Alors là, il est en train d'enfoncer vraiment le couteau dans la plaie. Les Gaulois réfractaires. Il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Les gens qui ne sont rien dans des gares. Des gens qui ne sont rien dans des gares. Enfin, bref. Donc, il y a eu les 5 euros d'APL. Mais il n'y a pas que lui, Attends, les 5 euros d'APL qui ont été supprimés, y compris chez les étudiants. 2 ans après, il y a un môme qui s'est immolé devant le Crous à Lyon. Et j'entendais encore les propos de la dame de la République En Marche, dont le nom m'échappe, qui disait « Oh là là, ça va, les gens, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que 5 euros si vous commencez à pleurer pour 5 euros en moins ? Mais comment vous allez évoluer dans votre vie ?» Il faut vraiment que je me souvienne du nom de cette dame, parce que ce serait dommage qu'on ne l'honore pas. Mais pourquoi ça tombe sur Emmanuel Macron? Attends, je finis juste là. Donc il y a un contexte social qui est explosif. Et il y a eu la réforme du pacte ferroviaire, donc en vue évidemment, soyons clairs, qui vise à fermer des petites lignes, les lignes qui sont non rentables, et en disant, de la part du gouvernement, et en faisant passer, comme toujours, les grévistes et les cheminots pour des nantis, pour des gens qui sont arc-boutés sur leur statut, etc. Mais là, c'est pas la CGT, c'est pas le Parti communiste qui a lancé le mouvement. Non, mais c'est ce que je veux vous dire, c'est que la graine était là. Il y avait, il suffisait d'une allumette. Je veux dire, l'exacerbation, les colères, les colères, le mépris, c'est-à-dire qu'à un moment, on peut te chier dans les bottes une fois dans la journée, mais pas plus, quoi. Et quand après ça s'accélère, tu te dis vraiment il y a un souci. Et c'est parti sur une augmentation du prix de l'essence, la fameuse taxe carbone. Voilà. Eh bien, on est ensemble en tout cas pour une petite heure, toujours avec Yvan Le Bolloc, et on commence fort sur Sud Radio dans Les Incorrectibles. Revenez dans un petit instant. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. De retour dans Les Incorrectibles cette semaine avec notre invité, on est ravis de le recevoir, Yvan Le Bolloc, à l'occasion bien sûr des 1 an de ce début de ces manifestations des Gilets jaunes. Alors Yvan Le Bolloc, je le disais, un petit clin d'œil avec son dernier album qui s'intitule Esperanza, Espoir, donc en français, qui a été financé via la plateforme de financement participatif Ulule et qui devrait sortir début 2020. Vous êtes d'une nature optimiste, Yvan Le Bolloc, ou pessimiste de nature ? Quand on écoute Esperanza, j'espère qu'on va être optimiste. C'est de la musique joyeuse, c'est de la rumba flamenca. Normalement, quand c'est bien fait, ça ferait danser un vaisselier breton. Donc, je suis optimiste et en même temps, au même moment où je vous dis ça, je me souviens justement quand le mouvement a démarré, le mouvement des Gilets jaunes. Dans un premier temps, je me suis dit c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est une chance qui arrive au pays, parce que j'ai la sensation que les gens ils vont faire du lien sur les ronds-points, ils vont se parler, et quand c'est comme ça, moi, j'ai tendance à penser que c'est toujours l'intelligence du cœur qui l'emporte. Vous trouvez qu'il y a du lien ? Non, mais vous trouvez qu'il y a du lien justement dans ce mouvement ? Et au même moment, où j'avais ce formidable enthousiasme, j'ai tout de suite eu un sentiment contraire où je me disais, ça va être. Je n'imaginais pas que ça serait, excusez-moi d'employer le terme, mais bon, quand on en est à 26 éborgnés et 6 mains arrachées, 1000 blessés, et je me suis dit, en même temps, ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que le bloc bourgeois, vous ne pouvez pas le fendiller comme ça. Voilà.
Nicolas Rebaud. Non, mais c'est ça, c'était ma question. C'est, vous dites qu'il y a du lien entre les gens et on a quand même reproché à ce mouvement d'être désorganisé, désordonné, de parler de plusieurs voix. Vous avez parlé tout à l'heure des gens qu'on invitait sur les plateaux télé, qu'on castait peut-être de manière pas forcément très heureuse. Est-ce que c'est pas encore le problème un an après? Pourtant, un an après, ils ont eu un an peut-être pour essayer justement de se structurer et peut-être essayer de parler d'une voix. Je sais que c'est pas simple. Hein. Bah, c'est à la fois l'atout et l'inconvénient de ce mouvement qui a voulu dès le début une transversalité parfaite ou une horizontalité, c'est-à-dire pas de chef, ou alors des représentants, mais pas de chef, pas de leader. Ça, c'était pas dans le programme. Alors, donc, l'avantage, c'est que s'il y en a un qui dit des conneries, il engage personne. Il engage personne. L'inconvénient, c'est que du coup, il n'y a pas de ligne. Voilà. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de ligne. Après, On l'a vu aux européennes d'ailleurs. Il n'y a pas eu de liste finalement. Oui, alors ça c'est un autre. Les européennes, c'est un autre truc. C'est un truc qui n'était pas du tout concernant pour l'ensemble des gilets jaunes. Donc je pense pas qu'on puisse en tirer des conclusions. Quand même, parce que mais attends, je finis sur les qu'est-ce que les, au début en tout cas, de quoi se méfiaient les Gilets jaunes? Justement de cette identification du côté les partis politiques, ils ont des représentants, ils ont des chefs. À l'Assemblée nationale, au Sénat, ce sont des gens qui sont affiliés à des partis politiques. Nous, on ne veut pas. Souvenez-vous, le mouvement, au début, il est apolitique et parfaitement transversal. Donc, après, c'est l'inconvénient, évidemment, c'est que, ce sont les plus, je pense, ce qui reste aujourd'hui, pour moi, ce sont les plus brillants, entre guillemets, ou ceux qui se sont mis, les plus brillants ou les plus représentants, enfin, ceux qui ont tenu ce contenu et qui ont gagné, et qui ont gagné une légitimité, mais ne serait-ce que par le sang. Mais il n'y en a pas qui ont desservi le mouvement comme ça. Jérôme Rodriguez, il a payé. Ouais. Il a payé le prix fort, quoi. Tu penses que ce mec a été éborgné. Voilà, pour moi, c'est une voix qui compte. C'est une voix qui compte, et il est devenu. Il le refuse toujours, ce terme de représentant d'ailleurs, mais à mes yeux, il l'est en tout cas. Mais justement, on peut pas s'empêcher comme ceux qui ont continué, qui ont continué à faire une espèce de formation accélérée de citoyenneté, de politique, mais comme Fly Rider. Prenons Maxime Nicole, qui me faisait froid dans le dos quand je l'écoutais avec ses théories complotistes, et je me disais mais non gamin, mais où tu vas là? Où tu vas? C'est pas ça. Et donc Fly Rider, faut voir après comment il a été, mais comment il s'est fait pourrir par la caste, encore une fois par le bloc bourgeois, dans des émissions de télévision où on lui a dit mais espèce de rigolo, pauvre garçon, pauvre type, comment tu as pu nourrir des théories du complot assénées par des mecs comme Éric Nolot qui sont là, qui mangent à toutes les gamelles depuis des années dans le système. Éric Nolot qui a partagé sa vie avec un mec d'extrême droite quand même. Enfin, il a travaillé tous les jours de sa vie avec un mec d'extrême droite et il vient donner des leçons. Vous parlez d'Éric Zemmour ? Éric Zemmour, voilà. Éric Zemmour qui a une tribune aujourd'hui, tous les jours. Non mais c'est quoi ce monde, sans déconner? C'est-à-dire que Zemmour, il n'a pas le droit de s'exprimer, c'est ce que vous dites? Mais bien sûr que si, il a le droit de s'exprimer. Mais tous les jours. Moi, je peux pas m'exprimer tous les jours. Il est même en tête des audiences. Cette semaine, il a dépassé BFM et LCI. Mais s'il a de l'audience, c'est normal qu'il soit... Non, vous pouvez pas justifier l'audience. Vous pouvez pas justifier la diffusion de messages. Non, mais c'est racistes. Vous ne pouvez pas justifier la diffusion quotidienne de messages racistes parce qu'un mec fait de l'audience. Mais c'est affreux. Mais non, mais ça, c'est votre point de vue. Mais lui-même ne va pas vous dire oui, je suis raciste. Et d'ailleurs, je le dis tous les jours. Mais il a été condamné.
2 fois. Pas pour racisme. Éternelle confusion. Pourquoi alors? Pour Pour injure? incitation. Parce qu'il a critiqué l'islam. Pour injure raciale? Non, religieuse, parce qu'il a Pour critiqué incitation. l'islam. Ouais. La Bon, haine, ah bon, ce qu'on la appelle haine aujourd'hui la haine religieuse. Ce qui veut dire que, par Enfin, exemple, il la a été- Révolution c'est vrai française, qu'il qui a faut- critiqué l'Église pendant des années, aujourd'hui serait condamnée pour haine religieuse. Voilà où on en est aujourd'hui. Non, Il là, faut là pas où il confondre. Non, Le mais il faut quand racisme même et admettre la qu'il a été critique de la condamné. religion. C'est vrai, il a Ouais, été c'est tout. condamné et c'est vrai que beaucoup ont été choqués qu'il puisse intervenir sur une chaîne d'information Tous les soirs. très peu de temps après cette condamnation. Mais on va revenir justement. On va Donc, parler non, un non, peu mais je finis politique. juste Ouais. sur Maxime. Parce que ça montre aussi que les Gilets jaunes, ils ont évolué. Ils se sont fait il me semble, à passer leur week-end et les semaines sur les ronds-points. Les mecs, ils se sont fait un cursus, les mecs et les filles, et les femmes. On reviendra d'ailleurs sur la prépondérance des femmes dans le mouvement. Mais ils se sont musclés le cerveau, ils se sont musclés, leur discours s'est musclé. Et en se confrontant les uns aux autres, eh bien, ils ont été encadrés par la France Insoumise aussi. Attendez, Alors, justement, voilà, c'est ça que attendez. je voulais dire. Très rapidement, par des revendications qui étaient le retour de l'ISF, l'indexation comment dirais-je, des petites retraites sur le coût de la vie, le RIC. Vous êtes pour le RIC, vous, personnellement? Moi, je suis pour que les élus rendent des comptes. Et pas tous les 5 ans. Et pas tous les 4 ans. Mais tous les ans. Aujourd'hui, on ferait un RIC sur la présence de Castaner au ministère de l'Intérieur. Alors justement, voilà, on va y venir. Qu'est-ce qui se passe? Mais dehors! Mais enfin, comment c'est possible? Comment c'est possible, quelqu'un qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, comment il s'endort, Castaner? Comment il s'endort tous les soirs? 3 mois de sursis ont été requis. Mais non, mais on voit que vous êtes ému en le c'est- disant. Ça vous révolte vraiment au plus profond de vous. 3 mois requis à l'encontre d'un policier qui avait lancé un pavé à des manifestants. Ça vous fait... Bah là, je vous vois sourire, ouais, donc je vois déjà votre réaction. Vous dites qu'il y a un 2 poids 2 mesures, c'est ça? Bah voilà, vous êtes fatigant si vous faites les questions et les réponses. Évidemment qu'il y a 2 poids et 2 mesures. Ça devrait être plus. Ça devrait être plus en réquisition, hein, c'est pas le jugement. Est-ce qu'il y a un avocat là avec Non, nous? non, mais c'est pour ça. Maître Rebaud. 3 mois avec sursis. Vous prenez 3 mois avec sursis, c'est pas rien. Qu'est-ce qui... Pour un lancement de Pensez- pavé. Pour un lancement de pavé qui a priori n'a touché personne, parce que je pense que. Mais bon, c'est le geste venant Si d'un tous les manifestants- dépositaire doit de l'autorité Non, publique. le geste doit être évidemment Sanctionné. condamné, sanctionné. Mais vous pensez que 3 mois qui sont des réquisitions d'un procureur, c'est pas un bon exemple, c'est continuer finalement. C'est... Moi, je sais pas. En fait, pardonnez-moi, mais je n'entends pas ce que vous êtes en train de me dire. Il n'y a aucune remise en cause de la Je- violence je- d'État, vous dites, par le service public, c'est ça? Là, on a jeté Alors, évidemment qu'ils en prennent plein la gueule, que la police en prend plein la gueule. Depuis un an, tous les week-ends. Vous le entendu reconnaissez, que- ça, oui, quand même. Évidemment. Non, mais c'est Évidemment. important parce que. Évidemment. C'est bien de le dire. Mais je veux dire quelque chose. Un truc tout con. Mon fils, j'ai un de mes fils qui veut devenir gendarme. Voilà, qui veut donc servir la nation, attraper les méchants, et sa conversion. Est-ce que ce Conversion, sont tous attendez, des attendez. gentils, les gilets jaunes? C'est ça la Attendez, question, parce qu'il y avait des casseurs non, aussi, mais et je veux c'est pas- là le on va problème. parler de la police, là. On va parler de la police. On va parler de la police 2 minutes. C'est un formidable métier. C'est un formidable métier. Souvenez-vous des attentats. Souvenez-vous de la chanson de Renaud. J'ai envie d'embrasser un flic. Les policiers, les gendarmes, il y avait des haies d'honneur qui s'ouvraient devant eux. Bah ouais, c'est pour ça, on a l'impression qu'on en est bien loin. Et donc 2 ans, 3 ans après, on a maintenant une police qui est honnie par sa population. Donc Monsieur Castaner, c'est de sa faute. Vous pensez que la police est honnie par la population? C'est de sa faute. On en reparlera après. Mais enfin, comment l'Union européenne, l'ONU, comment dirais-je, le représentant des droits, tous ont condamné l'usage
des LBD, qui sont des armes non létales. Non létales. Seule la France s'est autorisée à utiliser des LBD. Un LBD, c'est comme si ça arrive à 320 km/h dans ton œil. 320 km/h dans ton œil. Un LBD, des LBD, des GLIF-4 avec de la TNT à l'intérieur. T'en as déjà pris une qui te pète sous les pattes? Alors, monsieur Laurent Tinès, qui est professeur au CHU de Besançon, il a fait un moment une pétition. Laurent Tinès, voilà. Je crois qu'il est de notre devoir en tant que soignant d'alerter sur la dangerosité extrême de ces armes dites moins létales. Ces armes à feu ont les caractéristiques de véritables armes de guerre. Qu'est-ce que ça entraîne? Des amputations de membres, des défigurations à vie, des fracas maxillofaciales ou dentaires, de la dilacération oculaire ou énucléation, des fracas crâniens, des hémorragies cérébrales, engageant le pronostic vital et entraînant des séquelles neurologiques. Yvan Le Bolloc est notre invité dans Les Incorrectibles, vous l'avez compris, on est au cœur du sujet des Gilets jaunes. Donc 1 an après, on fait le point. Restez avec nous, on revient dans un instant. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. Yvan Le Bolloc est notre invité cette semaine dans Les Incorrectibles qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom, puisqu'on parle plutôt franchement dans cette émission. Yvan Le Bolloc, vous avez eu des propos très durs à l'encontre de Castaner, le ministre de l'Intérieur. Ouais, ils seront toujours moins durs que les LBD dont il autorise l'usage. Donc vous êtes pour sa démission, c'est ça? Absolument. Bon, moi ça c'est clair. Et qu'est-ce que révèle selon vous l'aveu de Didier Lallement, le préfet de police de Paris, qui a suscité lui aussi la polémique en répondant à une dame pacifiste lui disant être gilet jaune? Il lui a dit, je cite, « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame ». Monsieur Didier Lallement est préfet de police de Paris. Il a déjà exercé à Bordeaux, où il avait la réputation d'être, je cite, un mec qu'il faut pas chatouiller. Et là encore, je suis poli. D'autres disaient que c'était un ayatollah qui se comportait comme un mec extrêmement dur, cassant, méprisant. À Bordeaux, il y a eu... vous vous souvenez de ce gilet jaune qui a pris simultanément de dos une GLIF-4, donc une grenade de désencerclement, et un tir de LBD. Il est tombé sèchement, comme ça, comme une merde. C'est monsieur Lallement qui était à Bordeaux. Et donc, quand Delpech a été lourdé, parce que visiblement, aux yeux de Castaner et de Macron, il était un peu mou, on a fait venir monsieur Lallement. Et donc, le premier fait d'armes de monsieur Lallement, donc, c'est ça. C'est l'anniversaire des Gilets jaunes. Donc, je vous rappelle un tout petit peu les circonstances. On propose donc, c'est pas on propose, c'est qu'on impose la place d'Italie, qui est en travaux, comme lieu de départ pour la manifestation des Gilets jaunes. Ok. Les copains qui sont arrivés sur place, ils filmaient. Voilà. Aujourd'hui, avec le portable et sur les réseaux sociaux, on filme. Et là, qu'est-ce qu'on voit à 10h30, à 10h30, tu as des brouettes entières de pavés. Tu as des palissades grises et vertes. Tu as un marteau-piqueur. Des engins de chantier. C'est normal, la place est en chantier, elle va être complètement refaçonnée. Et là, on dit, bah ouais, venez, on vous attend. Bon, évidemment. Il me semble que la manifestation a été interdite quand même, place d'Italie, au final. À quel moment? À quel moment? Alors attends, non. Alors oui, la manifestation était interdite, mais là, je vous parle de la place d'Italie, de la place d'Italie, de ce qui attend les gilets jaunes qui sont venus des 4 coins de la France pour fêter de manière pacifique. Vous pensez qu'ils étaient tous dans cet esprit-là? Leur anniversaire. Et donc, qui était sur place avant tous les autres? Alors, les fameux Black Blocs. Voilà. Bon, alors les Black Blocs, on en reparlera encore. C'est un autre dossier. Donc les Black Blocs, ils sont là. Et donc là, c'est les Galeries Lafayette, là.
Là, c'est le paradis du jouet pour le Black Bloc. T'as des pavés, t'as des grilles, t'as même un marteau-piqueur, des engins de chantier. Il y a même le monument du maréchal Juin. Attendez, Est-ce que c'est quand même là-dessus que ça parle, la parole du préfet de police? On va revenir. Il y a un oncle qui est mort pendant la Oui, campagne d'Italie. à et Monte Cassino. Voilà, donc ça le marque, forcément. Donc vous dites qu'on offre au Black Bloc tous les moyens pour foutre le bordel. Voilà. Et donc pour nuire aux Gilets jaunes. Moi, paradoxalement. J'ai suivi ça à la télévision, et comme moi, vous voyez, dès 10h30, ça y est, ça part en cacahuète. T'as les pavés qui volent, t'as les mecs qui font les malins au milieu, avec des espèces de trucs de chantier, là, des palissades mobiles. Et ça y est, voilà. On les laisse s'engrainer, etc. Et les gens continuent d'arriver, hein, parce que la manifestation devait partir à 14h. D'accord ? Et donc, dès midi, c'est le dawa là-dedans. C'est-à-dire que il y a au milieu des Black Blocs, des manifestants, des Gilets jaunes, peu d'après ce que je vois, mais bon. Et puis des tirs de lacrymo et du flashball, en veux-tu, en voilà. Et ça y est, c'est parti, c'est la fiesta. Donc là... Pour vous, c'était un. Attendez, laissez-moi finir. Un coup monté, c'est ça? Oui, mais bien sûr, c'est un coup monté. À partir du moment où on dit bon, c'est bon, ils sont tous là, alors maintenant, on ferme les issues. On va nasser les gens, donc on va les empêcher on les laisse rentrer. Tous les manifestants qui convergent, y compris les mecs comme Alexis Corbière ou Esther Benassa ou comme tous les députés, enfin qui font leur boulot. On va en parler aussi. Les sadis, et on les laisse rentrer, et à un moment, hop, on ferme. Mais par contre, là, au niveau des gaz lacrymaux, on envoie, et puis des LBD, et là, on a ce drame, ce mec qui est venu du Nord, et qui va se faire sous l'œil des caméras de télévision éborgné. Il a refusé d'être entendu par l'IGPN, je crois, hein, qui est juge partial. Oui, parce que les affaires de violence policière. Oui, non, mais il est défendu par Arié Halimi, je crois, c'est ça. C'est possible. Et donc, ce qui est, je pense, un bien intéressant, si je puis dire, c'est de pas passer par l'IGPN, parce que l'IGPN a prouvé son énorme incompétence, et ce depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Pour expliquer aux gens ce que c'est l'IGPN, c'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si on disait, c'est comme si Pablo Escobar était jugé par les mecs de la mafia. Voilà, c'est un peu ça l'ambiance. Donc on a bien vu ce qui s'est passé à la place d'Italie. Donc sous les lacrymos, les gens ils pleuraient leur mère pour sortir. On les a nassés. Et là donc du coup le préfet. Donc au lieu de dire bon ben voilà, allez hop, on lance la manifestation, comme ça on va peut-être pouvoir se désengager de ce merdier. Non, il supprime la manifestation, ne partira pas. Et par contre, ils vont rester là, nassés, jusqu'à 14h30, et ils vont se faire démonter la gueule. Voilà. C'est un coup monté donc du préfet. Pensez pas que vous êtes un peu excessif. C'est le préfet qui a manigancé tout ça. Mais enfin, je sais pas. Mais coup monté, mais non, mais il devrait être destitué selon vous, c'est ça aussi. Alors vous voulez le départ de Castaner, de l'Allemand, de Macron aussi. Parce que si la manif part, elle va exploser ailleurs de toute façon. Ça, c'était place d'Italie, mais ça aurait pu être, je sais pas, moi, sur le qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que vous pensez qu'un autre ferait mieux? Ou moins mal? Je devine que vous allez dire oui. Le 5 décembre prochain, il va y avoir des manifestations énormes. À Paris, mais aussi dans toutes les villes de France. Parce que là, vous voyez à quel point la convergence est enclenchée. C'est-à-dire le cauchemar du gouvernement est en train de s'opérer. Et la convergence va avoir lieu. Même récemment, les copains de la CFDT cheminots. La CFDT qui n'est pas renommée pour, comment dirais-je... sa radicalité. Par sa radicalité. Même eux, ils viennent. Vous avez les hôpitaux, vous avez les pompiers, vous avez, il m'en manque, les cheminots, vous avez
Les hôpitaux. Les hôpitaux, voilà. Alors, comment on envisage les choses ? Comment on va dire encore prenons un autre exemple. La manifestation qui a eu lieu, la marche pour le climat, qui est organisée par Extinction Rebellion, mais aussi Greenpeace, mais aussi toutes ces associations écolos. Alors, ils ont vu des Black Blocs dedans et ils ont tiré. Voilà. Et encore des gaz lacrymaux. Et les organisateurs ont dû être ont enjoint les manifestants de rentrer chez eux. Il y avait des femmes, des enfants. Mais vous ne pensez pas qu'il y a des commerçants aussi qu'on aura le bol attendez, non, mais je voudrais qu'on reste un petit peu. Je voudrais qu'on reste un peu sur cette manifestation. On fait l'avocat du diable. Oui, j'entends bien, mais qu'on reste un tout petit peu sur. Moi, vous me demandez, est-ce que moi, je suis qui pour exiger ça, de dire que ça a été un coup monté, etc. C'est pas ça. Mais enfin, quand même, à un moment, ça commence à nous péter. Vous avez Linda Kebab, qui est syndicaliste à la police. Dans une émission à la télévision, elle dit « Nous savons qui sont les Black Blocs. Nous pouvons les interpeller de façon préventive, avant les manifestations. Nous avons l'arsenal législatif pour le faire. Nous savons d'où ils arrivent, nous savons qui ils sont, et notre hiérarchie nous empêche de le faire. » Mais parce que pas tout faire non plus. Parce qu'appréhender de manière préventive, c'est appréhender avant la commission de n'importe quel délit. Ouais. C'est très 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 bancal juridiquement, donc on peut comprendre qu'on marche sur des œufs. Imaginez le tollé si on... Attendez. Moi qui étais à quelques manifestations, je me suis fait fouiller. C'est normal. Je me suis fait fouiller. Mais pas appréhender, vous avez pu le faire, vous avez pu mais je me suis fait fouiller. Non, mais d'accord. Ok. Bon, quand tu vois ces mecs-là, ils ont des barres de fer dans la main. Mais des manches de pioche. Parce qu'ils arrivent en groupe et par surprise. Ils n'arrivent pas les uns après les autres tranquillement à ouvrir leur sac. Généralement, ils ont des techniques très, très particulières. Ou des fois, ils viennent en car avec les CRS. Non, quand même pas. Là, ah oui, parce que pour vous, les CRS sont des Black Blocs, c'est ça. J'essaie de comprendre. Non, mais par là, je parle pas des CRS. C'est très grave comme accusation que vous portez quand même. Alors, je parle pas des CRS, pardon, mais de la BAC. Mais enfin, sur les réseaux sociaux, vous les avez vus, ces images ? Est-ce que vous les avez vus, ces images ? Est-ce que vous avez vu, toujours place d'Italie, ce cordon de CRS qui s'écarte pour absorber des Black Blocs en disant « c'est la BAC, c'est la BAC, c'est la BAC ». Vous les avez vus, ces images, oui ou non ? Je peux intervenir. Alors, je parle de celle-ci, mais après, je parle de celle... Les policiers qui sont dans le dispositif, forcément, il faut qu'ils se passent un peu inaperçus. Attendez, un petit peu. Avec un pavé dans la main ? Non, pas avec un pavé dans la main. Bon, alors donc pas comme des policiers normaux, j'allais dire. D'accord. Alors, donc, sur les réseaux sociaux, encore une fois, sur mon compte Twitter, vous pouvez voir des Black Blocs avec un pavé dans la main, et qui sont filmés par des manifestants et qui regagnent tranquillement les rangs de la BAC. Donc c'est quoi ? Alors qui sont ces gens ? Qui les paye ? Eh bien, vous savez quoi, on va faire une petite pause et puis on va revenir pour la dernière partie de l'émission dans Les Incorrectibles avec Yvan Le Bolloc et on fait le point 1 an après le début de ce mouvement des Gilets jaunes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. Voilà pour la dernière partie de cette émission cette semaine avec Yvan Le Bolloc. On parle des Gilets jaunes et un débat un petit peu enflammé. En tout cas, on voit que ça suscite beaucoup de réactions. On va parler un petit peu quand même de votre ami François Ruffin. Là, vous savez, il va recevoir 1 600 € d'amende après son intervention. C'était donc sur les Gilets jaunes. C'était ce mardi de cette semaine à l'Assemblée nationale. Il prenait la suite de son confrère insoumis Ugo Bernalicis, qui lui n'a pas été sanctionné. François Ruffin reprochait à Laurent Nunez, secrétaire d'État, on le rappelle, auprès donc du ministre de l'Intérieur, de ne pas avoir témoigné sa compassion à l'égard des manifestants blessés. On est dans une atteinte grave à la liberté de parole et à la démocratie, selon vous, là ? Il y a un nouveau système, visiblement, à l'Assemblée nationale, où maintenant le temps est compté. Ils ont plus que 2 minutes 30 pour pouvoir s'exprimer. Donc, il était en dehors des clous. Voilà. Donc, amende. Voilà, 1 600 balles. Alors, 1 600 balles, le traitement d'un député, c'est combien ? C'est 5 000 et des brouettes. Ouais. Je sais que Ruffin, au début de son mandat, avait dit que de toute façon,
il serait salarié au SMIC et que le reste, il le à des associations. Il le ventilerait de la sorte. Donc, c'est 1 600 € de moins que n'aura pas Greenpeace ou d'autres associations. Voilà. Donc, ça n'enlève rien, évidemment. Je trouve au boulot que fait de façon remarquable, à mon sens, François Ruffin. François Ruffin, je suis allé le voir quand il montait son film sur les Gilets jaunes, et je lui ai dit voilà comment je peux t'aider. Ça s'appelait Je veux du soleil. Je veux du soleil. Co-réalisé avec Gilles Perret. Co-réalisé avec Gilles Perret, pardon. Et j'ai dit bah, si tu veux, nous on te fait de la musique. Et il m'a dit bah écoute, on va utiliser un seul titre, qui est la chanson Je veux du soleil. Mais par contre, on va faire une projection à Dions avec les Gilets jaunes. Venez faire un concert, si ça vous dit. Et on s'est rencontrés là-bas. Et c'était Vous êtes plus en accord avec Ruffin que Mélenchon? Formidable. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont d'abord les idées. C'est pas tant... les mecs qui les incarnent. Et pour être tout à fait honnête avec vous... j'ai jugé trop sévèrement Mélenchon quand il y a eu cette histoire de perquisition et que je l'ai vu littéralement perdre les pédales en disant la République c'est moi, la République c'est moi, et je me dis c'est grotesque et ça va faire mal, et ça a fait mal. Ça a fait mal à Mélenchon, ça a fait mal aux Insoumis, ça a fait mal au boulot de tous les sympathisants insoumis qui ont fait quand même fait que il est arrivé à 19 ou 20 points au premier tour de la présidentielle, et ça n'a pas raté. Ça a fait très mal, ça a fait beaucoup de dégâts. Il y a aussi attendez, et donc là, voilà, depuis ma chambre, depuis ma caravane, j'ai dit non, ça c'est vraiment pas bien, quoi. C'est vraiment pas bien de perdre ses chaussettes de cette façon-là. Un dirigeant politique, il ne peut pas. C'est pourquoi je ne pourrais jamais faire de la politique, parce que moi, vous me mettez à l'Assemblée nationale. Mais sa présence à la manif contre l'islamophobie. Non, je pète un boulon. Je pète un boulon. C'est-à-dire que là, vous avez, à l'Assemblée nationale, vous avez les Insoumis, ils sont quoi, 15, 18, même pas une équipe de rugby. Et en face, il y a 300 Playmobil. Vous parlez des députés de La République En Marche. La République En Marche. Vous les qualifiez de Playmobil? Oui. Pas tous. Parce qu'il y en a quand même qui commencent à se rendre compte. Je veux dire, quand on a commencé à déverser de la merde sur leur devanture, ils se sont dit là qu'ils étaient pas. Et ça vous cautionnez pas? Attendez. Mais bien sûr que non, je ne le cautionne pas. Mais il y a un moment. Enfin, il faut comprendre les gens. Les gens qui sont... Et une femme célibataire... Vous savez quoi? La réforme sur le chômage, elle va faire des morts. Il y a 700 000 personnes qui, depuis le mois de novembre, 700 000 vont basculer dans la précarité. 700 000. Il y a un chômeur sur deux qui est indemnisé en France. Et là, vous en avez 700 000 qui vont basculer dans la précarité. C'est-à-dire des gens qui vont passer de 900 ou 850 balles à 450 €. Tu vis comment avec 450 €? Tu vis dans ta bagnole. J'invente rien. Il y en a un qui est mort dans sa bagnole la semaine dernière, en banlieue parisienne. Un mec qui se levait pour aller bosser tous les jours et qui n'avait pas de quoi se loger. Donc, à un moment, il faut quand même juste se dire, n'éteignez pas des flammes, n'éteignez pas un incendie avec avec de l'essence. Mais je sais pas. La visite d'Emmanuel Macron dans sa ville natale d'Amiens pour répondre justement à ces attaques. Donc j'ai pas fini sur Mélenchon parce que donc c'est pas encore une fois, ce qui compte sont les idées. C'est pas c'est pas les personnes. Alors sur les idées, par exemple celle de Macron, vous le pensez sincère ou pas quand il va à la rencontre de cette France provinciale justement pour un peu se reconnecter avec elle? Vous le pensez vraiment sincère ou vous pensez que c'est de la stratégie pour attendez, il y a plusieurs questions. Le grand débat. Mais je préfère parler du grand débat parce que le grand débat, c'est un peu la suite.
le grand débat, c'est une idée de génie. Je ne sais pas qui l'a eu, mais là, ce jour-là, le mec qui a eu l'idée du grand débat, ils se sont sortis le cul des ronces pour au moins un mois. C'est-à-dire que là, il y avait vraiment le feu à la maison. Et là, il dit, ouais, on va faire un grand débat. Et donc, le grand débat, donc, ça coûte 12 millions d'euros, hein, au passage. Et donc là, Macron, qui est quand même pas le dernier de sa classe, là, il prend le micro et là, il parle des heures, en excluant dès le début, en disant, alors, le grand débat, voilà de quoi on va parler et voilà surtout de quoi on ne va pas parler. C'est-à-dire que l'ISF, on n'en parlera pas, je ne remettrai pas ce truc en jeu et maintenant on peut parler. Et donc, il a parlé pendant des heures. Il va en province au moment où les gilets jaunes vont dans les villes. C'est ça, il a chassé croisé. Et c'est là qu'il gagne, quelque part, à ce moment-là. Mais c'est une manœuvre, enfin c'est dilatoire. C'est une belle manœuvre. C'est dilatoire. C'est-à-dire que là, les mecs, ils se sont sortis le cul des ronces. Le gouvernement, la République en marche, ils se sont sortis le cul des ronces uniquement avec Macron. Hein. Parce que autour de lui, c'est le désert. Je veux dire, son équipe, elle tient. Je veux dire, il y a un avant-centre, c'est Macron. Derrière, les mecs, ils jouent tous en D2. Édouard Philippe. C'est Sébastien Lecornu, je crois, qui a organisé le premier grand débat. Et dans le débat. Dans le grand débat, il y a cette fameuse phrase d'Emmanuel Macron qui, face à une gilet jaune, lui dit... Bien près du micro. Qui lui dit, Madame, ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Voilà. Donc pour moi, le grand débat, c'est 12 millions d'euros pour entendre ça, pour nier, encore une fois, pour nier la réalité. Ces gens-là sont dans une autre dimension. Nous n'habitons pas la même planète. Le soir, quand moi, je rentre chez moi, c'est pas le palais de l'Élysée. Quand les smicards rentrent chez eux, c'est pas le palais de l'Élysée. C'est pas pareil, tu vois. Alors, tu peux dire que tu payes les croquettes du chien, mais derrière, quand tu refais la moquette et que tu changes la vaisselle, c'est 500 000 euros. François Ruffin, il affirme dans une interview, c'était chez nos confrères de BFM TV, chez Jean-Luc Bourdin, que jamais la France n'a été aussi riche. Donc, ce qui importe maintenant, c'est comment on répartit cette richesse. Vous êtes d'accord ? La vraie lutte à mener, elle est où ? Elle est contre l'évasion et la fraude fiscale, parce que finalement, c'est bien de dénoncer, mais il y a peut-être des propositions aussi à apporter. Est-ce que c'est pas plus compliqué ? Écoutez, une chose est sûre, c'est que si les 99% des richesses continuent à être captées par les 1% les plus riches de France, mais là, quand je vous parle des riches, c'est les hyper riches, c'est uber riches, c'est des mecs, il n'existe pas, pour moi, ça n'existe pas. Quelqu'un qui gagne 5 000 euros par seconde, ça n'existe. J'ai dû. Mais il faut quoi ? Il faut limiter les salaires des riches. Mais c'est pas des riches. C'est pas des riches. Les salaires des patrons. C'est pas des riches. Mais c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Il y a, quand François Hollande parlait des riches, on devient riche à partir de 4 000 euros. Mais quelle idiotie. Je veux dire, un uber riche, c'est déjà quelqu'un qui enfin, son argent n'est pas en France, donc c'est déjà en difficile plus, il ne paye pas ses impôts en France. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas continuer avec la taxation des GAFA, c'est pas évident. Hein. On ne peut pas. On a un avocat avec nous. Non, mais on peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Et j'ai hélas l'impression que le truc s'est emmanché, mais salement, quoi. C'est-à-dire qu'il aide les riches, qu'il a aidé, que sa politique a aidé les riches, elle sert à aider les riches d'abord. Les super riches, riches, avec la flat tax, l'impôt sur la fortune, on le voit. Vous avez vu, comme moi, l'émission Cash Investigation. Vous savez à quoi servent nos impôts ? Nos impôts. Ouais, il y avait un article dans Le Parisien, c'était le 19, qui disait le jackpot des personnes aisées, une étude de l'INSEE qui risque de fâcher l'Élysée, dans laquelle on apprenait en effet que la suppression de l'ISF et la mise en place de la flat tax, vous le disiez, ont été un véritable jackpot pour les plus riches. Et voilà, et on nous a dit, ouais, ça va ruisseler. Mais rejoue-moi-en de la trompette, ça ruisselle, zob. Rien du tout. C'est resté là-haut dans la coupe. Ça n'a pas ruisselé. Mais c'est quelle escroquerie. Et comment dirais-je ? Mais si Macron n'entend pas ça, on va arriver à la fin. Si Macron n'entend pas ça, si Macron n'entend pas le peuple craquer, est-ce qu'il entendra la terre ? Est-ce qu'il entendra les océans ? Vous savez, en Inde, pour 5 euros, vous pouvez respirer pendant
10 secondes de l'air pur. Ça dit quelque chose, non ? Ça dit quelque chose ? Voilà, en tout cas, ce sera le mot de la fin, plutôt la question de la fin. C'était un peu... Non, mais c'était, vous parliez avec ça a été un peu votre... passionné, mais je voulais juste, avant qu'on se sépare, je voulais juste remercier toutes les Françaises et tous les Français qui, après des mois, 12 mois, après 1 an, de rouleaux compresseurs, de fausses informations, comment dirais-je, de fake news, d'informations tronquées. On leur a mis complaisamment pendant des heures et des heures la soi-disant violence des Gilets jaunes, et qui malgré tout, aujourd'hui, au jour où je vous parle, sont encore 55% à apprécier le mouvement des Gilets jaunes. Je vous dis bravo. Merci beaucoup, Yvan Le Bolloc, d'avoir accepté notre invitation dans Les Incorrectibles cette semaine. Émission bien sûr à retrouver en replay sur tous les réseaux sociaux et sur YouTube, notamment la chaîne officielle de Sud Radio. Merci à Nicolas Rebaud pour cette première. Merci. Adrien Desouin également de m'avoir accompagné pendant cette émission, de même qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à la préparer. Merci aux équipes de Sud Radio, en particulier à Pierre-Yves Falson à la réalisation et à Lorraine Triard au digital. Et en parlant de digital, donc je vous le disais, toutes les émissions sont bien sûr en replay vidéo sur YouTube. À dimanche prochain pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Et notre invité sera le philosophe Raphaël Enthoven. Très bonne semaine à tous. Le seul qui avait accepté de débattre avec Étienne Chouard, on lui reparlera. Merci Yvan Le Bolloc.